Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, les arbres des forêts d'aujourd'hui appartiennent presque tous au groupe des plantes à graines, et ce mode de reproduction a fait leur succès. Avant de vous expliquer pourquoi, quelques chiffres sur l'importance actuelle de ces forêts. Elles constituent les écosystèmes les plus répandus sur les terres émergées. Elles occupent près d'un tiers de leur surface, et cette proportion dépasse 50% dans des pays comme la Russie ou le Brésil. Elles ne cèdent la place à des steppes ou à des prairies que dans des milieux arides comme en Asie centrale ou très froids près des pôles. En France, on estime que, avant les défrichements liés au développement de l'agriculture, qui ont commencé il y a environ 5000 ans, 80% de notre territoire était occupé par des forêts. Cette domination des arbres à graines est relativement récente, du moins à l'échelle de l'évolution. Elle ne s'est mise en place qu'à partir de l'ère secondaire, il y a environ 200 millions d'années. Dans notre première saison, la saga des gaz, que je vous invite à réécouter, je vous ai parlé d'une époque plus ancienne, de l'ère primaire, le Carbonifère, période chaude et humide au cours de laquelle s'est formé le charbon. Les forêts de cette époque étaient constituées d'arbres à spores comme les calamites, proches cousins des prêles actuels, les lépidodendrons qui pouvaient culminer à 40 mètres de hauteur, ou des fougères arborescentes atteignant 10 mètres. On trouve encore de telles fougères dans les forêts tropicales humides, mais aujourd'hui, ces plantes à spores sont représentées surtout par des espèces de taille modeste, comme les fougères ou les prêles. Si vous retournez en fin d'été des feuilles de fougères dans la forêt, vous pourrez observer des taches oranges qui sont des amas de spores. Ces spores, constituées d'une ou de quelques cellules entourées d'une paroi protectrice, sont microscopiques. Elles résistent à la sécheresse et peuvent être disséminées par le vent, parfois à de très longues distances. Mais elles ont un talon d'Achille. Elles sont très dépendantes de la présence d'eau pour pouvoir redonner un nouvel individu, selon un processus complexe hérité de leurs ancêtres les algues et qui se déroule en 2 temps. Tout d'abord, si elle arrive sur un sol humide, la spore va germer pour donner naissance à une sorte de mince feuille plate en forme de cœur, de quelques millimètres de large, que l'on appelle le protale. Ensuite, si le milieu reste humide, ce protale va former sur sa face inférieure des cellules sexuelles, équivalentes aux spermatozoïdes et aux ovules des animaux, qui peuvent se trouver sur le même protale ou sur des protales différents. Mais pour que la fécondation se produise, le spermatozoïde doit pouvoir nager pour rejoindre l'ovule, ce qui suppose la présence d'une mince couche d'eau. Cette fécondation va conduire à un nouvel individu qui, pour se développer, devra produire rapidement de petites racines pour puiser de l'eau et des éléments nutritifs dans le sol. Pour résumer, une fois que la spore a germé, toutes ces étapes dépendantes de la présence d'eau doivent s'enchaîner sans pause possible. Alors pourquoi les plantes à graines ont-elles pris le dessus? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une graine? Ce terme regroupe en effet une grande diversité de formes. Elles peuvent être minuscules comme celle du figuier, ou de grande taille comme les marrons des châtaigniers. Le record appartient aux graines d'un palmier, le coco-fesse des îles Seychelles.
dont les graines aux formes évocatrices peuvent atteindre 40 kg. Les graines peuvent être séparées les unes des autres, comme les glands des chênes, ou regroupées dans des organes comme les pommes de pin qui en contiennent plusieurs centaines. Elles peuvent être nues comme celles des érables, ou être abritées au sein de fruits, comme les cerises sauvages ou les figues, qui en attirant des animaux assureront leur dissémination. Cependant, même les plus petites graines sont visibles à l'œil nu, car contrairement aux spores, elles contiennent des réserves nutritives importantes. Mais surtout, la graine contient un petit embryon prêt à se développer pour donner directement un nouvel individu, sans passer par l'étape intermédiaire sensible que nous avons décrite pour les plantes à fleurs. En effet, la fécondation qui donne naissance à cet embryon s'est produite au cœur des fleurs de la plante mère, la rencontre entre les ovules et les grains de pollen ne nécessitant pas la présence d'eau. Cette fécondation constitue également le signal qui déclenche la production des réserves de la graine. Vous avez sans doute fait germer des haricots sur un papier humide et vous avez pu observer, en dessous des premières feuilles en formation, deux petits sacs allongés qui vont se flétrir progressivement en alimentant la petite plante. C'est certainement cette indépendance de la reproduction par rapport à la présence d'eau qui explique ce succès actuel des arbres à graines. Mais ce match entre arbre à spores et arbre à graines n'est peut-être pas terminé. La stratégie sophistiquée des plantes à graines ne permet de produire qu'un nombre de graines très limité par rapport au nombre de spores que peuvent produire les plantes à spores. Alors que notre coco-fesse ne produit que quelques graines, une seule feuille de fougère pourra produire près d'1 million de spores. En contemplant des étendues de fougères dans les sous-bois de chêne, dites-vous qu'elles sont peut-être les ancêtres des arbres de demain. À la semaine prochaine pour un dernier épisode de notre série « Une question de taille » qui vous réservera quelques surprises. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!